Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Allez, séance d'essai 3 à Abu Dhabi, très passionnante. Les deux Red Bull, Perez Verstappen devant les deux Mercedes Hamilton. Russell, attention néanmoins, Hamilton sous enquête pour avoir dépassé Norris et une Haas sous drapeau rouge. Alors que le drapeau rouge venait d'être brandi, bon, la petite balance Norris a bien cafeté aussi. Alors, un peu décevant sur ce coup-là, Lando. On verra donc s'il y a une pénalité ou pas. Leclerc 6ème et Sainz 7ème. Bon, les Ferrari, ils sont loin quand même. C'est un peu inquiétant. Sainz 8ème, donc Ricciardo. Ça va mieux pour Ricciardo, c'est pas trop mal. Même s'il est un peu loin de son équipier encore. Vettel 9ème devant Albon, Ocon, Alonso, Tsunoda, Bottas, Gasly, dont la voiture s'est partie en morceaux. Stroll, Magnussen, Schumacher, Elias, c'est compliqué. Et Joe et Latifi dernier. Les qualifs seront à 15h et je serai en live comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure pour les qualifs. Et la première ligne Red Bull, passionnant, cette qualif. Max, let pass Sergio for the championship, Max. Les deux Ferrari derrière, les deux Mercedes très loin derrière. Bon, le qualif c'est pas génial, ces qualifs là pour Mercedes, on espère que ça sera mieux en course. Norris P7, Ocon P8, Vettel P9, Ricciardo P10. Alonso éliminé en Q2, dommage. Tsunoda P12, Schumacher P13, mine de rien, devant Magnussen. 14 Stroll, Zhou, Magnussen donc. Gasly éliminé en Q1, terrible. Bottas 18, Albon et Latifi ferment la marche, les deux Williams. Albon, je le voyais plus haut, honnêtement, bon, un peu décevant de sa part, mais bon. C'est que la voiture elle était pas si bien que ça finalement. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner cette course. Faudra voir si Perez arrive à... Enfin, Leclerc arrive à passer Perez en début de course, sinon je pense qu'on va se faire chier, que ça va être une domination Red Bull. Voilà, on verra ça demain à 14h, je vous laisse. Ciao ciao. Allez, une dernière news avant de passer au débrief partie 2, avec les écuries qui restent à traiter. Jack Aitken met Ocon et Alonso dans le même panier. Ocon a toujours eu des problèmes avec ses équipiers. Oula. Le pilote de réserve de Williams, Jack Aitken, a estimé qu'à côté de l'histoire Oscar Piastri, Esteban Ocon a également poussé Alonso vers la porte de sortie. Alonso n'a plus qu'une course à disputer chez Alpine. Aitken pense que ces problèmes intra-équipe sont une caractéristique des carrières d'Alonso comme d'Ocon. Ocon est comme Alonso, n'est-ce pas? Ce sont deux pilotes qui ont des antécédents dans ce domaine. Ocon, tout au long de sa carrière, a toujours eu des problèmes avec ses coéquipiers à un moment ou à un autre, que ce soit chez Racing Point ou Alpine. C'est la même chose pour Fernando, il a toujours eu tendance à quitter les équipes dans une pire situation en termes d'ambiance que lorsqu'il les a rejoints, diront certains, mais c'est après un an, et un peu plus de très bon travail. De toute évidence, il a été très populaire chez Alpine, mais ce n'est pas seulement Otmar qui a dû intervenir, c'est le PDG Laurent Rossi qui est assez souvent sur les circuits pour les calmer. C'est bien de voir que certains osent aller à la confrontation à juste titre. Rossi sait qu'il ne peut pas laisser Alonso jouer sa politique habituelle de la terre brûlée lorsqu'il s'en va. Mais dis donc, Jack Aitken, il parle comme un consultant un peu là. Il est très lucide. Bon, il a pas tort quand il dit que Ocon a eu des problèmes avec ses coéquipiers. Non, est-ce qu'ils ont le même niveau de toxicité Alonso comme Ocon? Je pense qu'Ocon a beaucoup moins de toxicité qu'Alonso quand même. On peut pas non plus les comparer, je pense. Après voilà, donc dernière association entre les deux, on verra comment ça se passe demain à Abu Dhabi. Sachant qu'Alonso part hors du top 10. Il aura à cœur de finir devant Esteban. Et on rappelle qu'il n'y a que 5 points d'écart entre les deux. Peut-il réussir à marquer, à faire la différence? On verra. Allez, ciao. Alors, une petite news avant de passer au reste, partie 2, du débrief des qualifs. Alors, problème de frein plus marsouinage chez Mercedes. Mais je croyais qu'on s'en était débarrassé du marsouinage. C'est quoi cette merde là? J'ai eu des problèmes de frein, détail Hamilton. Un était à 1000 degrés, l'autre 700-800. Quand je freinais, la voiture tirait d'un côté. J'ai essayé de faire monter l'autre, mais ce n'était jamais égal alors qu'ils doivent être à la même température. C'est super ça, pratique. Pour ne rien arranger, la W13 a repris ses mauvaises habitudes après plusieurs bonnes courses. Le marsouinage est de retour sur la monoplace britannique. Hamilton pense que signer un podium sera difficile. Je pense que ce sera comme aujourd'hui. On a de nouveau eu des rebonds. Je sais pas si nous pourrons avoir un podium. Mais si la dégradation est meilleure, ça pourrait quand même être possible. Russell, c'était correct, mais la semaine dernière, on avait hâte d'être à la prochaine course. Mais après cette qualif, je réfléchis juste à la manière de pouvoir faire mieux demain. Je pense pas à la gloire de la semaine dernière. Nous sommes ici pour nous battre, et on veut le faire ici aussi. Il espère donc terminer la saison sur une note correcte, mais craint que la deuxième place de Ferrari ne soit pas possible à aller chercher.
Je pense que ça sera difficile à moins qu'un de nous deux soit dans le top 2. Et ça ne sera pas simple. Max semble voler ce week-end. Et on aura besoin d'un accident, puisque Carlos, Checo et Charles doivent se battre devant. Toto Wolff, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui est la journée mondiale des toilettes. Je pense que c'est une qualif à mettre dans les toilettes. Nous n'avons pas fait le travail, je pense que nous avons régressé et qu'ils ont fait un petit peu en avant. Nous sommes partis sur un concept de puits aérodynamique élevé, de traînée élevée pour avoir une bonne voiture en course demain. Et c'était juste tellement lent sur la ligne droite que ça n'a rien donné. Ouais, mais encore une fois, pour la course, est-ce qu'il faut pas miser plutôt sur des appuis faibles en fait? Parce que bon, avec le DRS et tout, tu te fais sauter vite fait hein, si t'as trop d'appui en fait. Ouais, je me pose des questions sur les stratégies de Mercedes, moi des fois. Bon, toujours est-il que le marsuinage est de retour, alors ça je suis étonné. Ça faisait plein de courses qui n'avaient pas eu de problème. Et là, comme par hasard, il est de retour. Pourtant, Abu Dhabi, c'est censé être un circuit pas trop bosselé, il me semble. Là, je vois pas ce qui se passe là, mais c'est... On peut se poser des questions, hein, franchement. Bon, ben, on verra ce qu'il advient demain. Peut-être un podium, une 3ème place à aller chercher, mais bon, je suis pas très optimiste. Hein. Je vous laisse commenter. Voilà, là, Papa Pérez se paye Max, là. Il clash. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Papa Pérez? Max ressent déjà la pression de Checo dans son casque aujourd'hui. Il n'a jamais eu un partenaire fort à ce point, les autres étaient bien inférieurs. Checo gagne les courses que Max ne peut pas gagner, celles qui sont vraiment difficiles. Ouf, dur. Le père de Pérez fonde son argumentaire sur la réaction négative que la presse internationale et Red Bull elle-même ont eue à l'égard de Verstappen. Je trouve incroyable qu'il le défende, Sergio. C'est la plus grande satisfaction. Le père Pérez est également convaincu que Sergio obtiendra la 2ème place ce week-end. Et que Verstappen l'aidera. Il donnera toute l'aide nécessaire car c'est un professionnel au grand cœur, mais aussi un requin. Un professionnel au grand cœur. Il ne faut aucun doute que Red Bull n'est pas content de ses paroles. Des paroles de Pérez Senior, Verstappen lui aussi lira l'interview et se sentira stupéfait. Pérez a gagné à Monaco parce que près de son Dumont, il s'est craché en Q3. Bon, ça reste à confirmer. Voilà, donc voilà de quoi remettre un petit peu d'huile sur le feu. Merci Papa Pérez, très sympathique. Allez, ciao ciao. Un patron d'écurie GT ne donne aucune chance à la F1 Academy, la discipline de F4 a déjà ses détracteurs. Bon, donc c'est une F4, on rappelle, à 265 chevaux, qui selon Domenicali, aidera les femmes à passer en F3 et espérons-le en F2, puis enfin en F1. Franz Verschuur, pilote de course néerlandais et directeur d'équipe au Mans, a déclaré à Ziggo Sport qu'il ne donnait aucune chance à la F1 Academy de réussir. Il n'y aura jamais de femmes en Formule 1, a déclaré cet homme de 67 ans. C'est une question de force physique. Une femme est construite différemment d'un homme. Donc ce n'est tout simplement pas possible. Voilà, franchement, si, c'est faisable. Mais faut une femme balèze, quoi. Vraiment, qu'elle fasse de la muscu et tout, qu'elle s'entraîne. Ah bah si, c'est faisable, hein, je pense. Hein. Mais faut une femme surentraînée, quoi, en fait. Mais je suis sûr que c'est faisable. Cependant, Verschuur a insisté sur le fait qu'il n'est pas opposé aux femmes pilotes de course. Elles peuvent vraiment aimer conduire des GT et réussir très bien. Elles peuvent vraiment atteindre un très haut niveau. Mais les forces G sont loin d'être aussi élevées qu'en Formule 1. Elles n'arrivent pas non plus en Formule 1, en Formule 2, mais peut-être en Formule 3 à l'arrière du peloton. L'ancien pilote Red Bull Robert Danbos, que des Néerlandais, a été plus prudent dans ses propos, mais il a déclaré avoir une expérience directe de la course contre l'ancienne pilote américaine de monoplace, Danica Patrick. Sur les circuits que nous connaissons en Europe, avec beaucoup de force G, elle ne pouvait pas suivre. Mais sur les ovales, où elle avait un avantage de poids, elle se qualifiait parfois en pôle, et elle avait les couilles de gagner. C'est des conclusions un peu hâtives, je crois, parce que Danica, elle faisait pas que les ovales en IndyCar, elle faisait les routiers aussi. Et puis en IndyCar, il y a eu des femmes pilotes aussi. Alors vous me direz, les forces G en IndyCar sont moins grandes qu'en Formule 1, mais en même temps, il n'y a pas de direction assistée, n'empêche, en IndyCar. Donc c'est physique aussi, l'IndyCar, mine de rien. Bon, écoutez, vaste débat. Est-ce qu'il y aura un jour une femme en Formule 1 ? Moi, j'y crois, mais ce sera pas à court terme, à mon avis. Déjà, il faudra trouver la pépite qui arrive. Une femme, donc, surentraînée. Alors, attention, par contre, on ne triche pas, hein. Alors, par exemple, si un homme devient une femme. Non, c'est de la triche. Attention, pas de ça, par contre. Hein. Une femme biologique, on veut. Alors, évidemment, il pourrait y avoir un homme transsexuel qui devient une femme, mais ça serait pas vraiment une femme, du coup. Ça serait pas compté comme une femme, je pense. Bah après, bon, ça c'est délicat comme débat, je vais pas me lancer là-dedans, parce que sinon, on va partir dans des débats incroyables. Mais quand on dit une femme en F1, une femme qui est née femme. Pour moi, c'est ça. À voir. Bon, allez, je vous laisse commenter. Alors, Horner évoque aussi le cas Ricciardo, du coup. Il confirme qu'il n'a pas signé, mais qu'il a plus qu'à signer. Nous n'avons encore rien signé, mais Helmut, dans son enthousiasme, l'a évidemment annoncé. Je suppose donc que ça signifie que Daniel va nous rejoindre, à moins bien sûr qu'il choisisse de pas signer. Daniel est un grand personnage, c'était décevant de voir ses performances, il aurait voulu beaucoup plus de la saison, mais il reste un des grands noms, l'un des plus grands personnages de la Formule 1, il a évidemment une histoire avec Red Bull Junior Team.
Et avec les exigences qui pèsent sur les pilotes de course de nos jours, et rien que du point de vue marketing, nous sommes très actifs en tant qu'équipe. Nous faisons de très nombreuses courses et événements. Donc, avoir un pilote du profil et de l'histoire de Daniel Ricciardo avec l'équipe au sein du groupe est un atout pour nous. Son rôle, ce sera d'utiliser le simulateur, et il sera potentiellement présent à certains événements, s'il signe un contrat. Mais je suis sûr que tout sera clair dans le cas où il signe un contrat. Alors, il dément que Ricciardo risquera de remplacer Perez. Le contrat de Daniel est très spécifique pour une raison spécifique. Nous avons un contrat avec Checo pour les 2 prochaines années. Ce que le partenariat de Max et Checo a produit a été phénoménal pour nous. Les 5 doubles obtenus jusqu'à présent cette année, le championnat des constructeurs que nous n'avions pas gagné depuis 8 ans, c'est une réussite phénoménale, et évidemment une combinaison des contributions des points des 2 pilotes. Les 2 pilotes ont une bonne relation. Plus trop maintenant, hein. Ils ont bien couru pour l'équipe et nous n'avons aucune raison de voir ça différemment demain ou pour la durée de leur engagement contractuel. On verra l'année 2023 comment ça se passe. Il détaille les raisons pour lesquelles le Mexicain a gagné une prolongation avec Checo. Nous avons pris cet engagement pour 2 ans plus tôt dans l'année. Il a fait de bons progrès, je pense qu'il s'est senti plus à l'aise dans l'équipe au début de l'année, après cette première prise de marque pendant la période Covid. J'espère qu'il pourra conclure ce qui a été une très bonne année pour lui, et une deuxième place au championnat cette année, ce qui est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé auparavant. Voilà. Donc en gros, on attend. Il a plus qu'à signer Ricciardo, mais c'est pas encore fait. Le contrat est prêt, il n'a pas à poser sa signature dessus. Voilà. Comment on peut résumer ça? Je vous laisse commenter. Alors Ricciardo ne confirme pas encore avoir signé chez Red Bull. Non faut vous décider les mecs. À un moment donné, l'autre, le Marco là, il dit qu'ils ont signé. En fait non, il a nuancé parce qu'il manquait un si dans la déclaration. Je sais pas quoi. Non mais il se fout de notre gueule, hein, vraiment. Aujourd'hui, Marco admet que la signature n'est pas encore faite. Nous négocions encore un peu avec Daniel, mais rien n'est encore signé. Nous en parlons sérieusement, mais il n'y a rien de signé encore. Ça pourrait être peut-être une question de jour. Je suis honnête, c'est la situation exacte à l'heure où je vous parle. Peut-être que je manque à Helmut et qu'il est pressé de me revoir. Bah putain, moi je serais pas pressé de le revoir, hein, à la place de Ricciardo. Vous saurez certainement quand je signerai le contrat. Peut-être que ça arrivera vraiment très bientôt. Pressé d'en dire plus ce qu'il négocie avec Red Bull, il reste honnête. Je ne peux pas signer le contrat aujourd'hui pour me garantir un bracket 2024. Personne ne ferait ça. C'est pas possible après la saison que j'ai eue. Mais je vais juste essayer de faire tout ce que je peux l'année prochaine pour essayer de montrer que j'ai toujours le désir et les compétences pour piloter à un très haut niveau en F1. Le duo Verstappen-Perez étant dans la tourmente, certains voient déjà l'Australien remplacer le Mexicain l'année prochaine. Non, là, ça sera un peu abusé là quand même. Non, mais si ça empire en 2023, Perez il dégage fin 2023 et Ricciardo prend sa place temporairement 1 an, le temps que d'autres pilotes soient prêts pour le baquet Red Bull par exemple. Moi je vois ça comme ça, hein. Ça lui mettrait la pression à Perez aussi. En gros, comporte-toi bien, sinon Ricciardo te prend ta place et il a faim. Ricciardo, il veut revenir avec une top team. Donc méfie-toi, Sergio. C'est un peu ça l'idée, quoi. Alors, Marco, sur Perez et Verstappen, je peux seulement vous dire que ça a été résolu en interne. Ils n'ont pas fait le voyage ensemble, c'était tendu. L'un est resté plus longtemps au Brésil, l'autre s'est envolé tout de suite. Mais tout se remettra en place. Ouais, comme quoi ça reste tendu entre les deux, hein, du coup. Bon, on l'a bien vu sur la photo des pilotes, ils sont pas du tout ensemble à côté l'un de l'autre. C'est pas un hasard, hein. Alors que tous les équipiers sont quasiment ensemble côte à côte. Il y a que Ocon, Alonso et Perez, Verstappen qui sont pas ensemble côte à côte. Cette année m'a beaucoup coûté en termes de nerfs, avec la mort de Didi, le plafonnement des coups, l'histoire des ordres d'équipe. Mais même Toto Wolff m'a félicité, c'était sympa, même si nous n'irons pas dîner ensemble. Mais de toute façon, nous n'avons pas le temps pour ça. Je vais bientôt m'envoler pour le Japon, pour reprendre des discussions avec Honda. Je m'ennuierai pas cet hiver non plus. Marco, il va nous faire une attaque cardiaque là. Il va pas passer 2022, je vous le dis. Hein. Trop de stress pour Helmut, ça va pas du tout. Bref, tout ça pour dire qu'au final, Ricciardo n'a pas vraiment signé son contrat à Red Bull, mais ça a apparemment très bien avancé. Alors je sais pas ce qu'ils attendent pour le signer, peut-être qu'ils attendent de voir ce qui va se passer chez Williams aussi, peut-être. Il se dit, ah attendez, si Sargent n'a pas la super licence, peut-être que je peux être titulaire chez Williams. Eh oui. Mais bon, Williams c'est encore pire que Haas, niveau perf. Donc est-ce que ça serait une bonne idée d'aller là-bas? Je suis pas sûr. À voir. Alors, courtisé par Mercedes, Mick Schumacher ne veut pas rouler en DTM en 2023. Bah, ça voudra dire, s'éloigner de la F1. Et c'est ça une mauvaise chose. Bon, de toute façon, il ne reste plus beaucoup d'espoir. Hein. Faut vraiment que Logan Sargent se rate et qu'il puisse pas avoir sa super licence pour qu'il aille chez Williams. Hein. Je ne veux pas de ça maintenant, rouler en DTM. Je veux rester dans le paddock F1 le plus possible avec mes 2 pieds, quoi qu'il arrive. Je serai évidemment prêt à saisir la moindre opportunité. D'autant plus qu'en ce moment, le DTM n'est plus la même série populaire qu'avant. Pour l'instant, c'est pas une option. Alors, pour 2023, il y a plusieurs discussions. J'étais en contact avec différentes équipes. Je suis en train d'étudier les options dont je dispose pour ensuite choisir celle qui me convient. La meilleure option pour Mick semble être un baquet de réservistes chez Mercedes. D'autant plus que Ricciardo semble avoir conclu un accord. Alors, apparemment, pour Ricciardo, ce serait pas fait. On va le voir après. Eh bien, la famille Schumacher est étroitement liée à Mercedes, rappelle Toto Wolff. David Schumacher conduit une Mercedes en DTM et son père Ralph a conduit une Mercedes pendant de nombreuses années.
Mick est allemand et convient incroyablement bien à l'étoile. Alors oui, il y a aussi Michael Schumacher, hein, du coup, qui a conduit pour Mercedes quand même en F1. C'est pas rien. Il a oublié de le préciser. Alors, Ralph, ce serait une excellente solution pour Mick. Il pourrait tellement apprendre dans une équipe comme celle-là. Des pilotes comme Alex Albon ont montré qu'après une année sabbatique, on peut revenir en F1 avec une nouvelle perspective et plus d'expérience. Dominique Caïs se dit lui-même sûr que la bonne solution sera trouvée pour Mick. Attendons de voir, il reste encore une course. Beaucoup de choses peuvent arriver. De toute façon, il y a soit Alpine, soit Mercedes pour Mick. En tant que pilote de réserve, donc voilà, il a le choix. Sinon, vraiment, Williams, il a une grosse chance si Sargent n'a pas la super licence. À moins que Williams prenne Ricardo, du coup. Ah ah. Ouais.